rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Bonjour à tous et bienvenue sur Couleur dans l'émission Couleur Foot, votre émission sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais, diffusée chaque lundi de 21h jusqu'à 22h et en rediffusion le mardi de 16h à 17h. Et aujourd'hui, les titulaires sont Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir à tous. On accueille également Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir William, bonsoir à tous. Et puis le grand Quentin qui va réaliser le quiz de cette fin d'émission. Comment il va ? Bonsoir, ça va bien, j'espère que vous êtes prêts. C'est des questions très difficiles. Je suis prêt à en découdre et ramasser enfin des points parce que depuis le début de l'émission, t'es plus à la ramasse. T'es plus ramasseur de balles que ramasseur de points. William, laisse-les parler. On va régler ça sur le terrain. Il a donné les infos au patron. Alors aujourd'hui, nous allons bien évidemment réaliser le débrief sur le match qui opposait nos Gones aux Strasbourgeois et on fera une courte pause musicale avec Queen. Puis on enchaînera avec l'avis de la rédac pour conclure avec le quiz question pour un Gone. Et on commence le débrief, je suppose, tout de suite. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Personne a un petit mot à ajouter en premier ? Allons-y. Une petite dédicace peut-être, non ? Si, on pourrait peut-être parler juste de téléfoot et le fait que ce soit dommage qu'il s'arrête 5 minutes. C'est vrai, on peut faire une petite aparté là-dessus sur téléfoot et tous les techniciens qui vont se retrouver au chômage, les animateurs et tout ce qui suit une chaîne en fait de télévision. Ils subissent malheureusement les trésoreries hasardeuses de leur patron. Ils ont simplement fait ce qu'ils ont toujours su faire, parler de foot et en bien. Ils avaient de super bons consultants. Ils ont laissé leur chance à beaucoup de jeunes consultants, ce qui est plutôt rare. Par exemple Mathieu Bonnemer, Christophe Jallet qui étaient super intéressants. Ouais, aussi. Et ils subissent malheureusement les conséquences de ça. On a pu voir l'émotion de Smaïl Bouabdella, de Laure Bonnet, même de Paul Saint-Cernin. Je sais pas si tu as vu la vidéo à la fin qui embrasse tout le monde. C'était vraiment émouvant. Les doigts d'honneur de Jallet aussi qui sont mémorables. Un petit peu d'humour, ça fait du bien dans ce football business qui aura eu raison de la chaîne au final. On espère simplement qu'ils retrouveront de quoi faire ce qu'ils ont toujours su faire. Non, oui. Puis il y avait des formats qui étaient différents, c'était intéressant. Là, on va retourner sur Canal+, qui, je pense, va rester dans la même lignée que ce qu'ils font d'habitude, donc du Pierre Ménès, du Laure Boulot et du CFC. Du Habib Bey, du J'enfonce des portes ouvertes, du FC J'enfonce des portes ouvertes. Ouais, exactement. Après, sur Canal+, le patron a déjà annoncé qu'il allait peut-être ouvrir une nouvelle chaîne pour le foot. Ou alors il va rouvrir Foot Plus, peut-être, qui était la chaîne de l'époque. Foot Plus existe encore, mais c'est un petit peu laissé à la C'est de la rediffusion. Ouais, c'est ça. De la rediff, ouais. On y va pour le débrief. C'est parti. Le débrief, l'Olympique Lyonnais affrontait ce samedi le Racing Club de Strasbourg, un match qui a été marqué par le carton rouge d'Adrien Thomasson à la 14e minute, ce qui a permis à l'OL d'imposer son jeu et de maîtriser de bout en bout la première période en rentrant au vestiaire avec 2-0, un but de Memphis Depay et de Toko Ekambi. Une deuxième mi-temps un peu plus difficile, mais loin d'être mauvaise, les Lyonnais se sont permis de gérer et d'enfoncer le clou en fin de match avec un sublime coup franc du capitaine Memphis Depay. On va parler un petit peu statistique avec 70% de possession pour les Gones, 29 pour les Strasbourgeois, 651 passes contre seulement 271, 16 tirs, 8 cadrés pour Lyon, 8 tirs pour seulement 1 cadré du côté du club alsacien. Alors messieurs, j'attends votre analyse. On peut commencer avec Valentin. C'était un match, on va dire, complet, rigoureux de la part des Lyonnais. Il y a eu une bonne entame de match, un bon pressing, une bonne envie des joueurs, encore une fois à souligner, même si en deuxième période c'était un peu plus laborieux, une envie de construire, de jouer ensemble, ça s'est vu sur le terrain, ça s'est vu le lien qu'il y avait entre les joueurs du milieu de terrain, qui était très intéressant, notamment Aouar qui a fait un très bon match, percutant, intéressant, Thiago Mendes qui s'est décidé à jouer vers l'avant avec sa passe décisive, Paqueta qui retrouve de sa superbe, qui fait un excellent match. Après malheureusement le match est tronqué par le carton rouge assez rapide de Thomasson. Ouais, totalement, ça change tout. On peut pas vraiment prendre ce match en compte comme un match référence. Je le considère comme le match de Saint-Etienne, on va dire, en termes de ce qu'il vaut. Le carton rouge a mis un vrai coup de massue aux Strasbourgeois. D'entrée de jeu, on a senti qu'ils, même à 1-0, ils se sont dit c'est déjà perdu.
On va pas de l'avant, on défend et on essaye de s'en prendre le moins possible. Surtout en première période. En deuxième, ils sont revenus avec un peu plus d'énergie, un peu plus d'envie, mais on sent que le carton rouge, il leur a fait mal quand même. Mais ils ont vraiment ils ont défendu, attaqué les rares fois où ils ont pu, quand nous on a vraiment stoppé de jouer, surtout en début de seconde mi-temps. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs armes. Et Anthony Lopez a fait le seul arrêt qu'il avait à faire, comme face à Bordeaux. Donc sur les Strasbourgeois, ils ont quand même, je trouve, à mon sens, bien défendu par rapport à ce qu'ils avaient en face. Par rapport, par exemple, à la première mi-temps, je sais pas si vous avez la double talonnade de Aouar puis Paqueta sur une action qui est bien menée. Donc après Kadewere qui fait un moins bon match, mais à part ça, 3 en avant. C'est ça. À part cette action-là, je trouve que Strasbourg défend bien. Malgré tout défend bien, mais je trouve qu'on a eu plus de difficultés face à des équipes qui étaient à 10, qui étaient recroquevillées sur leur but. On peinait à construire, et moi ce que j'ai trouvé sur ce match qui était intéressant, c'est que enfin on a une attaque qui revient un peu sur les bases de 2020, c'est-à-dire que tout le monde bougeait, on avait beaucoup de mouvements, on avait Memphis qui était peut-être pas au top, mais en tout cas qui revenait. Il était partout. Voilà, il était partout, on le voyait décrocher. Paqueta, comme tu l'as dit, qui revient à un bon niveau, on l'a vu défendre, attaquer, Aouar revient à un bon niveau. Et moi voilà, ce que je voudrais souligner, c'est que effectivement le match est tronqué comme le dit Arthur, mais au moins on a essayé de se rassurer avec cette attaque qui bougeait plus que d'habitude, et je trouve que c'est rassurant pour la suite. Oui, je suis d'accord avec toi, et dans l'attaque, j'en mettrais plus 2 que les 3, parce que Toko Ekambi, je trouve, a été judicieux dans ses appels. Memphis, comme contre Metz, mais avec la réussite cette fois, où il a bougé de partout, il était vraiment très bon. Kadewere, je l'ai senti un peu en dedans, et je le sens, comme on n'arrête pas de le dire depuis plusieurs semaines, à part le match contre Saint-Etienne, mais c'est vraiment autre chose, ou un petit peu émoussé. Il a plus de mal, j'ai l'impression, Kadewere, ces derniers temps, il a du mal à prendre les bons appels, alors toujours très intelligent, toujours dans le sens du jeu, mais plus laborieux, j'ai l'impression. Mais après, il était en Ligue 2, l'intensité est totalement différente de la Ligue 1. Donc il a peut-être besoin de souffler un peu, parce qu'il enchaîne match sur match. On le répète un peu toutes les semaines, c'est qu'il n'y a aucun turnover. On a vu dans la semaine Rudy Garcia dire qu'il allait faire tourner. Il a sorti le même 11, il a simplement remis Thiago Mendes. Il avait attendu la 70e minute de jeu pour faire ses changements. Donc, Et ce qui est dommage de faire d'ailleurs des changements à la 70e, quand tu as 2-0, tu as 10 contre 11, si tu les fais pas maintenant, tu les fais jamais. Tu leur offres 20 minutes à Cherki qui a 17 ans, qui a envie de manger du terrain, à Slimani qui a pas joué un match depuis 6 mois. Surtout qu'en ce moment, Ryan Cherki, il enchaîne les bonnes rentrées, où il est percutant. On peut voir qu'en 20 minutes, il a réussi 3 dribbles, il s'est toujours mis dans le sens du jeu, essayé de jouer avec les autres. Donc, Alors on va revenir juste après sur le point des jeunes et justement du coaching de Rudy Garcia. Je voulais juste revenir sur le carton rouge. Alors pour vous, on a entendu beaucoup de rumeurs. Pour vous, carton rouge, carton jaune, est-ce qu'il méritait vraiment ça? On a vu Thomasson qui n'a pas rechigné auprès de l'arbitre pour son carton rouge. Jaune sûr. Il y a jaune pour la faute. La faute est déjà très violente. Et deuxième jaune, est-ce que tu le mets, est-ce que tu le mets pas? Ça dépend de beaucoup de choses, on va dire. Et Laurent le dit en fin de match, après en conférence d'après-match, où il dit il y a un joueur qui est venu à Strasbourg qui a fait la même chose et il a rien eu, il a même pas pris de jaune. Alors c'est à l'interprétation de l'arbitre. Est-ce qu'il a essayé de se montrer que c'était lui le patron au début de match? Je sais pas. Après oui, ça siffle. Si ce qui a été dit est vrai, il y a rien à dire. Après, on le saura jamais. Parce que même le joueur n'a pas de. Voilà, le joueur, demandé, hein. Il a pas l'air de pester. Il bronche pas, il dit rien à l'arbitre. Et par contre, une attitude comme ça au bout d'un quart d'heure, il était quand même très dans les petits coups de pied par derrière. On le voit faire sur Memphis. Là, c'était sur Thiago Mendes. Moi, je trouve que l'attitude, elle est pas bonne au départ pour lui. Il n'est pas rentré dans son match. Thiago Mendes qui a subi énormément de fautes pendant tout le match. Il a pris un nombre de coups. Surtout que j'ai été surpris par Thomasson, je reviens sur ce que tu disais, Quentin, qui est en général pas un joueur dont on entend parler, qui est très fair play et tout. Et là, sur ce match-là, si ce qu'il a dit est vrai, c'est inadmissible. Et ça dépend en fait, la sanction, parce qu'il y a deux rumeurs. Ça dépend vers qui. C'est-à-dire, soit il a insulté Mendes et alors le comité d'éthique le laissera tranquille, on va dire. Soit il a insulté l'arbitre et alors là, s'il a vraiment dit ça, il va manger bonbon. Il prend au moins 3 matchs, quoi. Au minimum. Et alors, est-ce que ça vient pas aussi de notre petit point fort, notre petit plus de nos joueurs qui arrivent à énerver les adversaires, même les plus calmes? On en parlait déjà en off, on en a déjà parlé plusieurs fois, où on a des joueurs comme Marcelo qui n'hésitent pas à taquiner l'adversaire et jusqu'à leur faire péter un petit plomb. Non, on a beaucoup de joueurs qui sont très forts là-dedans. Dubois, il le fait très bien. Marcelo adore le faire. Marcelo, à chaque fois, il énerve un joueur, il prend son jaune.
et l'autre prend son rouge. Comme à Nice, on l'a vu avec, je crois que c'était Adamounas. Ou avec Ronaldo par exemple contre la Juve, où il a fait sortir Ronaldo de son match, où il lui a tout fait pendant le match. On voit la vidéo d'RMC Sport de 10 minutes où il a été sur lui tout le match, à lui rentrer dedans des petits coups d'épaule, des petits trucs. Il est infernal, Marcelo en adversaire, faut pas l'avoir. Il peut être infernal dans son comportement. C'est des joueurs comme ça qu'on n'aime pas avoir en face, mais qu'on adore les avoir dans son équipe au final. C'est le joueur vicieux, on va dire, quand il est bon, parce que après tu peux être vicieux et être mauvais, malheureusement. Ça a été le cas. C'est le joueur vicieux dont tu as besoin dans ton équipe qui fait que tu fais basculer un match. Par exemple, je le compare pas, mais je vais donner un parallèle avec Sergio Ramos. C'est typiquement ce que fait Sergio Ramos à chaque match. Il va faire la petite faute, il va énerver. Alors Marcelo le fait donc à son niveau, évidemment, je compare pas les deux. L'un est un monstre, l'autre est un bon joueur de Ligue 1, attention. Je compare pas les deux, mais je veux dire qu'il faut un joueur comme ça dans chaque équipe. Et justement, en parlant de Marcelo, pour vous, il méritait le rouge au fil du match avec ses différentes actions. La main notamment. La main, normalement, déjà un jaune, c'est une main volontaire, normalement, c'est deuxième jaune. Après, ça n'a pas été revu, il a laissé l'avantage. Pourquoi pas ? Le joueur adverse a pu tirer. Ouais, il a pu tirer, c'est sur une frappe. C'est pour ça que l'aurait crié après. Ouais, c'est pour ça, mais c'est compliqué à juger, je pense, ce genre de situation. Pour toi, Quentin, qu'en penses-tu ? Effectivement, la main, elle est volontaire. Après, s'il était dans le sens du but, mais il était loin. C'est pas une main en pleine surface, ils sont deux dessus. Ouais. Oui, non, il mettait deuxième jaune, j'aurais pas à crier au scandale, là qu'ils le mettent pas. C'est pas un scandale non plus. Ouais, voilà, c'est pareil, parce que on entendait les Strasbourgeois qui étaient mécontents de ce fait de jeu, et c'est vrai que quand on se prend un carton rouge aussi tôt dans le match et qu'on voit l'adversaire ne pas prendre le deuxième jaune sur une main volontaire, on peut comprendre les Strasbourgeois qui pestaient un petit peu envers ça. Alors, on peut commencer avec les points forts. Les points forts, on en a déjà un petit peu parlé, mais je pense l'attaque lyonnaise, le lien. On se rend le match facile en fait. C'est ça, exactement. Parce que l'expulsion, c'est un fait, ça peut nous avantager, même si on a souvent vu qu'on peinait face à des équipes Marseille, à 10. par exemple. Ouais. Mais là, c'est qu'on marque, c'est quoi ? C'est 15e minute, le carton rouge, et on marque à la 20e et à la 30e. Juste après. Mais c'est vrai, une bonne 14e, ouais. Une bonne rentrée après. Ils sont pas sortis de leur match, on va dire. C'est-à-dire que contre Marseille, par exemple, c'est le match que je compare tout de suite parce qu'il passe à 10 et on joue pas. En fait, on se retrouve face à un bloc bas où on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas. Là, après, il y a aussi l'envie de jouer de Strasbourg qui a pas non plus diminué, qui laissait les espaces, on va dire. Le premier but de Memphis, c'est ça. Il y a un petit espace qui est laissé et il prend directement. C'est Aouar qui fait la passe décisive. Justement, ouais. en parlant des points forts, Aouar, c'est un point fort clairement de ce match. Le milieu lyonnais, c'est le point fort, où un pressing constant à tous les instants, une volonté de jouer vers l'avant, une volonté de jouer entre eux, et c'est ce qu'on demande du milieu lyonnais, et c'est ce qui faisait notre force en fin d'année civile. Et j'espère que ce match-là va leur donner la confiance pour continuer comme ça. Mais c'est clair que Aouar, il a fait tout ce qu'on attendait de lui. À son niveau habituel, il a été bon au pressing, il va récupérer les ballons, il a été efficace dans le dribble. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est souvent sur ses zones habituelles sur ce match et qu'il est très excentré. Donc il part toujours arrêté sur le côté gauche et il fait toujours des différences. Ouais. C'est ce qu'on a toujours... moi, j'ai toujours apprécié quand Oussem Aouar, il était positionné, surtout la saison dernière, quand on jouait en 4-4-2 avec Adélaïde et Aouar sur les côtés. Oui. Où, en fait, ce que j'apprécie beaucoup avec Aouar, c'est qu'il a un second coup de rein qui lui permet toujours de dribbler. Sa double accélération, par exemple, son but contre la Juve, c'est clairement sa double accélération qui fait qu'on marque sur la frappe de Lucas Touzard, par exemple. Il y a une grosse percussion. C'est ça. Et j'ai l'impression, c'est peut-être un parallèle que je fais, mais quand Memphis Depay est vraiment bon, Oussem Aouar, en général, est au diapason. Ouais, ils se donnent pas mal. Les deux font la paire. Mais on voit qu'ils sont très proches, ouais. Ils sont très proches. Il y a quand même une chose qui me dérange encore dans le jeu d'Aouar, mais c'était pas que sur ce match-là, c'est ses passes qui sont pas tout le temps assez appuyées, ou ses frappes un peu de mouche. Il envoie dans les bras du gardien. Comme Bruno Guimaraes. Son enroulé à chaque fois qui fait un rat de terre. Avant, il marchait son enroulé. Il a marqué pas mal de buts avec. Contre Leipzig, où j'étais dans le stade. Oui, Leipzig, Lens, Lille, excusez-moi. Marseille aussi. Ouais. Mais je me rappelle d'une action vers... Après, en fait, que Memphis est marqué, il a la possibilité de lancer, je crois, je ne sais plus si c'est Memphis ou Toko dans l'axe, en pleine surface. Et en fait, il la met pas assez forte. Du coup, ça va directement dans les pieds du défenseur. Alors que s'il appuie, ça passe. Elle est laser. Il y a but derrière, je pense. C'est un petit peu le souci. Il a beaucoup de déchets techniques, mais après, c'est son jeu. Lui-même le dit. Memphis aussi dit que leur jeu à eux, c'est des joueurs qui sont vachement techniques et qui produisent beaucoup de déchets également. Et quand ça réussit, c'est magnifique. Je reprocherai jamais, par exemple, à
avoir de tenter, on va dire. Non. Parce que justement, c'est ce que tu lui demandes. Ton rôle, c'est de percuter, c'est de faire ça, et tu lui demandes. Alors, s'il perd au milieu de terrain comme il le fait plusieurs fois, c'est dérangeant, mais s'il perd dans la surface adverse ou sur un côté, c'est beaucoup moins dérangeant parce qu'il tente de percuter pour provoquer quelque chose. C'est même pas le fait de tenter que je lui reproche, c'est le fait de t'as sa qualité de passe et tu peux l'appuyer un chouïa plus ta passe. Et en plus, c'est ce qu'on te demande. On te demande pas d'avoir une passe de poussin qui va arriver à 2 à l'heure dans les pieds de ton attaquant. Faut que ça fuse. Cacré, quand il fait la passe à Deschiglio la semaine dernière, on lui a reproché à Deschiglio de mal contrôler dans la surface. Il y a 2 semaines, oui, je vois. Et ben... Elle est là, claquée, ça passe. Voilà, elle est claquée, ça passe. Elle va vite, elle surprend la défense. Là, c'est une passe qui est toute molle, mais voilà, c'est une action dans le match. Après, il a réussi quasiment tout le reste. Mais c'est vraiment ce petit point-là, pour moi, Aouar qui doit peaufiner. Alors justement, on va parler des points faibles, parce que c'est le petit point faible d'Oussem Aouar, c'est les passes. On va parler des points faibles de l'équipe sur ce match. Je commence avec l'état physique de certains joueurs. On sent que le fait que l'équipe ne tourne pas beaucoup, on voit des joueurs qui commencent à être fatigués. On retrouve un Thiago Mendes qui a repris un peu de sa forme grâce à sa suspension au final. Mais qui a joué dans le sens du essoufflé jeu. en fin de match quand même, Thiago Mendes. Tu parlais de la fatigue, quand même essoufflé fatigué en fin de match. Après, Il a été très volontaire. Hein. Très très bon sur ce match par contre. Le commentateur l'a répété plusieurs fois, il avait envie de marquer. Il allait toujours devant, vers l'avant. C'est vraiment Et ce qui lui manquait ces derniers temps. C'est ce qu'on disait souvent sur ces derniers matchs, c'est qu'il jouait pas vers l'avant, il jouait pas dans le sens du but. Et là, il y a été, ça se voit avec sa passe décisive. Tu vois, on en parlait souvent, je te disais, Thiago Mendes, chaque fois il peut provoquer, il est capable de le faire, pourquoi il le fait pas plus? Et tu disais, c'était peut-être un choix du coach ou quelque chose. Je sais pas si tu vois ce débat qu'on avait ensemble. Je vois. Et vendredi, Thiago Mendes nous a tous fait mentir, en tout cas Arthur et moi qui étaient ses principaux détracteurs dans l'émission, où il a joué vers l'avant, il fait un externe magnifique pour la passe décisive sur le but de Toko Ekambi sur son petit ballon piqué, un petit peu chanceux, mais vraiment, mais non. tu vois, il a été bon défensivement, il a provoqué, et c'est ce que je demande de Thiago Mendes, et s'il est comme ça tous les matchs, vous m'entendrez plus parler de lui. Je pense que c'est la confiance aussi qui revient petit à petit. Il commence à enchaîner les matchs, il se sent bien, et le fait qu'il ait pu se reposer un petit peu avant, ça a donné cet état d'esprit, il s'est peut-être réveillé un petit peu. Alors après, on a eu de la chance aussi que Strasbourg ne jouait pas trop l'attaque, parce que là Mendes, vous l'avez dit, il se projette, c'est très bien, mais moi j'ai vu souvent que du coup on avait notre ligne de 4 défenseurs, il y avait un gros trou par rapport au milieu de terrain. Alors là bon, ça n'a pas porté préjudice, mais si on a un vrai 10 ou un vrai attaquant qui vient se mettre entre les deux lignes, on aurait pu avoir des soucis. Je pense qu'il aura moins de liberté face à une équipe qui part contre Monaco, Lille ou Paris par exemple, il aura beaucoup moins de liberté à mon avis. Mais je veux dire, il peut le faire, c'est qu'en fait il faut que tu aies un autre milieu de terrain qui vienne compenser derrière. Et là, il le faisait pas en fait instinctivement. T'avais les 3 qui se retrouvaient sur la même ligne. Et voilà, bon, on a eu de la chance que ça nous soit pas préjudiciable. Dans les points faibles, je suis assez d'accord avec toi. Et je parlerai aussi du ronronnement de Lyon en deuxième mi-temps, où tu es censé, quand tu sais que c'est aussi serré, que ça peut jouer à 1 ou 2 buts au goal average, tu dois en mettre 4, tu dois en mettre 5 pour... Ils ont été dans la gestion, hein, beaucoup trop dans la gestion, alors qu'on joue pas de Coupe d'Europe, on joue rien. Quand on parle du goal average, c'est que là encore, il y a l'arbitre annonce 1 minute de temps additionnel en fin de première mi-temps, il la met pas. Et en deuxième mi-temps, ils annoncent pas de temps additionnel et 90e minute, merci, au revoir, comme lors du derby. Alors qu'il y a 10 changements dans le match. Ouais. T'as 10 changements, t'as eu un but, t'as eu un coup franc, t'as eu des fautes, t'as eu de la discussion et 0 minutes. Ça fait partie des temps faibles d'ailleurs, des points faibles justement, les arrêts de jeu inexistants, et ça commence à être récurrent à chaque fois qu'une équipe gagne. Comme lors du derby. Gagne avec un score assez gros, les arbitres ils prennent pitié de l'équipe perdant. Je comprends pas non plus pourquoi ils font ça. Si on se retrouve à jouer le titre ou la qualification en Ligue des Champions au goal average, on joue le titre. Oui, non, mais je veux dire à la fin de la saison. À la fin de la saison, imaginons on fait les comptes, on se bat pour la 3e place avec Monaco qui revient très très fort derrière. Et ça se joue au goal average, et D'ailleurs, et ça marche dans les deux sens, hein, parce que l'arbitre décide également, je sais pas, d'avantager l'équipe qui est en train de perdre, alors que d'autres équipes peuvent en prendre 4 ou 5, et ça va jouer aussi à la descente. Hier, Benoît Bastien a pas fait un bon match dans le Classico, mais au moins il a laissé les arrêts de jeu. Alors que pourtant Marseille se faisait manger. Hein. Et je regarde beaucoup la première ligue, à chaque fois, même si une équipe a perd 5-0, il va y avoir des arrêts de jeu à la fin. J'ai souvent, quand je regarde les matchs de première ligue, les arbitres ils font pas cette différence dans les arrêts de jeu. C'est pour ça d'ailleurs que t'as beaucoup de buts en fin de match en général. Bon, après, elle a rien à voir, mais le but de Calvert-Lewin à la 96e contre United, magnifique.
Voilà, mais ça fait partie du football aussi d'avoir des buts dans les arrêts de jeu. Là, le fait de tout arrêter, bah ouais, on perd du plaisir, comme dirait Stéphane Guy. Et ça peut compter sur le classement pour les deux équipes, parce qu'une équipe également, si Strasbourg aurait marqué, s'ils jouent le maintien et que ça se joue au goal average de leur côté aussi pour le maintien, ça peut être ultra important, un but. Voilà. Ça peut tout changer. Tu vois une corrélation entre le licenciement de Stéphane Guy et la fin des arrêts de jeu ? Un petit peu, ouais. On va parler aussi dans les points faibles du coaching de Rudy Garcia, qui a été une fois de plus très critiqué sur Twitter. Même en général, par les gens hein. qui suivent le foot en général, je pense. Où tu gagnes 2-0. Tu gagnes 2-0 à 10 contre 11, tu fais pas rentrer tes jeunes, tu fais pas rentrer ceux qui ont envie de jouer. Et tu leur donnes 20 minutes, je trouve ça difficilement acceptable. Après, là, il a fait rentrer Ben Lamry. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Bah, oui. Mais il avait plus d'autres centraux, c'est pour ça, sinon ça aurait été la même chose que d'habitude. Si Denayer était là, ce serait Diomandé qui serait rentré à sa place. Bien sûr. C'est pas lui qui l'a fait, c'est qu'il a pas le choix. Mais le souci, c'est que Ryan Cherki, encore une fois, il fait une entrée où il est décisif, où il fait ce qu'il sait faire, où il joue avec les autres, ce qu'on pouvait un peu lui reprocher en début de saison, où il était très pour lui. Là, il a vraiment évolué, il joue avec les autres, il joue des 1-2, des choses comme ça. Sa qualité de percussion est folle, hein, Ryan Cherki. Ah, mais il me fait penser à Nabil Fekir. Au début. Ouais, exactement. J'ai fait la même réflexion à mon père avec qui je regardais le match. Je me suis dit, j'ai l'impression de voir Nabil Fekir au tout début, quand il mettait la misère aux défenseurs adverses et qu'on ne le connaissait pas. C'est vraiment un joueur qui vient d'une autre planète, hein. Techniquement, comment il élimine l'adversaire, il en élimine 2-3 d'affilée sans souci. On parlait du coup de rein de Aouar, Cherki en a un très bon aussi, hein, parce qu'une fois qu'il a passé, je sais pas si vous voyez vers la fin de match, où il fait son crochet extérieur et qu'il traverse le terrain en diagonale, l'accélération qu'il met à ce moment-là, pour le rattraper, faut y aller. Donc voilà, Cherki, il a eu un petit peu plus de temps de jeu, contrairement à Barr, qui est toujours sur le banc de touche, qui n'a même pas pu faire une entrée, on a préféré mettre Desiglio. Le match contre les Montpelliéraines était fatigant pour lui, fallait qu'il se repose. Mais c'est honteux. Hein. Surtout que Barr, il peut également jouer défenseur central, là il fait rentrer De Chilio en défenseur central, même si De Chilio serait un joueur exceptionnel, ce qui malheureusement n'est pas le cas. C'est un bon joueur, c'est un joueur moyen. Ouais. Et il fait rentrer Mattia De Chilio pour jouer normalement 5 minutes. Finalement, il en joue qu'une à un poste qui n'est pas le sien, alors qu'on l'a en prêt sans option d'achat. C'est pas sympa pour les joueurs formés au club. Déjà, le faire rentrer à la 89e. C'est un peu insultant quand même. Voilà, que ce soit pour les jeunes de l'OL ou même pour Deschiglio, je vois pas à quoi ça sert, déjà de base. Il avait un jaune, Diomandé. Oui, mais bon, fais-le rentrer à la 85e dans ce cas-là. Oui. Même à la 80e, c'est pas interdit par la loi. Évidemment. Mais Barr, il a plus le droit de jouer. C'est Guimaraes aussi qui s'est échauffé, qu'on a vu dans l'escalier en train de mettre ses chaussures, qui est pas rentré. Oui, puis on a Florent Da Silva qui rentre à la 88e et qui doit toucher. Non, 86. Non, 88. Il a eu 5 minutes, non, Da Silva, je pense. Non, 88. Il touche un ballon. Un ballon. Un de plus que Malo Gusto. C'est déjà bien. Mais au moins, Rudy Garcia pourra dire qu'il l'a lancé en professionnel. Voilà. Pas à son poste, parce qu'il le fait rentrer ailier. Donc, non, mais t'en demandes beaucoup aussi. Tu veux quoi qu'il le fasse jouer titulaire aussi. Peut-être que c'est pour le lancer titulaire demain contre Ajaccio. Alors après, voilà, moi je veux je veux pas être aussi sévère que vous, parce que pour une fois, il fait rentrer à la 70e 3 joueurs. D'habitude, c'est 78. Déjà, et il en fait rentrer 1, peut-être 2. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire en fait face à Ajaccio. Si c'est pour faire totalement tourner l'équipe, peut-être pas les 11, mais avoir un bon remaniement pour faire tourner et faire jouer certains joueurs. Peut-être que je dirais, c'était très bien de faire ces changements un peu tardifs. Par contre, si on garde la même ossature... Je risque d'être désagréable si je vois De Siglio à gauche. Je risque d'être désagréable. Ça changera pas d'habitude. Hein. Mais c'est clair, même Memphis, il enchaîne les matchs depuis Lorient. Oui. Et Memphis, n'oublions pas qu'il fait une saison où il revient des croisés. Hein. Ne l'oublions pas quand même. À une vitesse folle, en ayant repris directement avec l'intensité de la Ligue des Champions. Clairement, c'est ça. Memphis, j'ai peur que s'il continue comme ça, et de toute façon, on le sent, on a dit, c'est un petit peu le point faible, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu du ronronnement en deuxième mi-temps.
où les joueurs ont été fatigués. Clairement, Memphis, tu peux pas faire une saison comme ça en revenant des croisés aussi rapide. Normalement, c'est pas possible. Il est surhumain, vu la saison qui nous sort quand même. Je crois que c'est 12 buts et 6 passes décisives en une moitié de saison. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, en parlant des croisés, je voulais juste parler de René Delaïde qui s'est refait les croisés, et courage à lui, puisque ça c'est l'autre genou en plus. C'est ça, deux fois en un an, courage à René Delaïde quand même. Un gros big up à Jeffrey Abdelaïde, effectivement. En parlant donc des tops, on parlait du top de Memphis, on va pouvoir faire les tops et les flops. Alors vite fait, parce qu'après on a encore l'avis de la rédac et question pour un gon qui arrive. Je vous expose juste mon top, Oussama Aouar, mais on en a déjà parlé, donc je pense qu'on était d'accord pour je suis surpris. Oussama Aouar qui est mon joueur favori, voilà, faut le dire. Et mon flop, ça sera Maxwell Cornet. Voilà, je comprends pas qu'il arrive à faire tout le match en entier, encore une prestation qui a été très limite. Alors il a changé de chaussures, d'équipementier, alors peut-être que c'est ça. Il est passé en Timberland. Malheureusement non. Faut en dire 3 maintenant, comme on a un radio pour le CSA, donc il est passé Convert, Timberland, Nike. Voilà, il est passé de Adidas à Nike, et peut-être que ça lui réussit pas, tout simplement. Il est peut-être pas à l'aise, mais en tout cas très mauvais match de Maxwell Cornet. Pourtant il n'y a pas grand chose à faire. Jouer avec des sabots, c'est compliqué. Non, c'est pas non plus un très mauvais match, mais par rapport à au reste de l'équipe, et le reste de l'équipe, il a fait un très mauvais match et il aurait pas dû finir encore une fois son match en entier. Après peut-être que Rudy veut lui laisser de la confiance, parce que c'est vrai il a fait tellement de bons matchs depuis le début de saison. Non, mais sortir à la mi-temps, c'est quand même ça peut mettre un coup au moral, donc je comprends qu'il c'était mérité sur le terrain, et à la fois je comprends pas, mais c'était mérité. Mais je suis d'accord avec toi, c'était aussi mon flop, Maxwell Cornet, qui à 10 contre 11, tu peux pas prendre le bouillon comme ça tout le match, c'est pas possible. Et même offensivement, alors on en parlait quand De Siglio était titulaire à gauche, quand il rentrait, il apportait une vraie plus-value. Là, je sais pas qui je préfère entre De Siglio et Cornet. Mais il est redescendu d'un niveau, Maxwell Cornet, il est vraiment redescendu de niveau. Non, puis Cornet, il est attaquant à la base, il devrait savoir centrer. Il est sur son pied. Non, mais c'est pas méchant. Je veux dire, il est gaucher, il est sur son côté gauche. Deschiglio, je veux bien qu'il n'arrive pas à faire de très bons centres. Cornet, il envoie souvent des centres au second ou derrière la cage. Oui, mais là, je veux dire, par exemple, quand c'est sur le terrain, c'est ramasseur de balles qui s'est fait crever l'œil. Derrière le second poteau, quand Dubois marque la dernière fois, bon, on est content. Mais par exemple, là, si on avait un Slimani dans la surface, je suis sûr qu'il a aucun ballon sur sa tête, venant du côté gauche. Du côté droit, en ce moment, je serais un peu différent. Dubois est vraiment bon en ce moment. J'ai précisé du côté gauche. Mais juste en parlant de centre, une petite statistique tout bête, c'est que de la journée 1 à 6, on avait une moyenne de 22 centres par match. Donc au total on a fait 138, et maintenant de la 7ème journée à la 23ème journée on a divisé par 2 notre nombre de centres. Et c'est une bonne chose. Et bizarrement le nombre de points moyens est passé de 1,16 pour les 6 premières journées à 2,47 maintenant. Et on se rappelle en début de saison, les adversaires laissaient un boulevard à Cornet qui faisait 10 centres dans le match. Non mais c'est vrai, on passait pas par l'axe, on passait que par les côtés et ça ne fonctionnait pas. Je crois que c'est contre Nîmes où on a 38 centres. Je sais plus. De toute façon Cornet, je crois qu'il a, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a 12% de centres réussis cette saison. Ouais, et Dubois 20. C'est parler de la qualité des centreurs lyonnais, c'est un flop en général, mais voilà. Est-ce que quelqu'un a un autre flop différent? Moi oui, c'est le déchet technique qu'on a eu pendant tout le match, où on a perdu un nombre incalculable de ballons sur des passes faciles, où les autres fois à chaque fois on a essayé de faire des choses compliquées alors qu'on avait des solutions simples. C'est peut-être pas parce que le match était facile qu'ils tentent des choses un peu plus compliquées. Ouais, mais ça revient au souci qu'on parlait tout à l'heure, où faut marquer le coup. Où les choses simples, c'est la base du football. Voilà, c'est un contrôle, une passe, et on a beaucoup de mal à simplifier notre jeu des fois. Et c'est qu'on a eu la chance d'avoir un très bon pressing, donc à chaque fois on récupérait rapidement les ballons, mais on a eu un gros déchet pendant tout le match. Quentin, est-ce que tu as un flop différent d'une autre? Moi c'était Cornet, et sinon en petit flop, c'est-à-dire très gentil, c'était Tino Kadewere, qui en fait a pas été mauvais mais a été très discret. On l'a très peu vu alors qu'on avait Memphis et Toko assez remuants, et on avait Tino qui a tenté quelques trucs, mais peut-être qu'il est moussé comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais voilà, c'est un petit peu en dessous des autres. Je mettrais Tino. Je suis assez d'accord avec toi, comme je disais tout à l'heure, il était en deçà des trois de devant, c'était le moins bon. Ça frappe, c'est dommage d'ailleurs que ça rentre pas parce que l'action est magnifique. Ah oui. Ah ouais. Mais sinon je suis assez d'accord avec toi. Mais par exemple une nouvelle statistique toute bête pour Kadewere, c'est qu'il touche 21 ballons de moins que Depay, et il touche
40 ballons de moins qu'Adewere, que Toko Ekambi. Ouais. Moi, il était un peu plus discret dans ce match. Le jeu a penché beaucoup à gauche avec Aouar, qui était le long de ligne, comme vous l'avez dit. Ouais. Et Paqueta, lui, de son côté, fait beaucoup de retours défensifs long de ligne, mais attaque dans l'axe. Peut-être que comme on laisse le couloir à Dubois et que Dubois centre, peut-être que Tino peine à avoir des enchaînements triangles, je sais pas, ça peut être une explication. On va passer à l'avis de la rédac sur Couleur. L'avis de la rédac, alors on commence avec une petite info qui a tourné via Téléfoot, la chaîne qui a disparu malheureusement. Olivier Dalloglio, actuel entraîneur du Stade brestois, qui aurait tapé dans l'œil de Juninho. Alors à votre avis, info ou rumeur? Avec la crise du Covid, ça peut s'expliquer aussi qu'on cherche des entraîneurs en Ligue 1. Quentin? Je pense que c'est pas une info ni une rumeur, comme le précise Sabert Desfarges en direct sur Téléfoot. Il avait dit que c'est une envie. C'est une envie, en tout cas, qu'il aime le style. Il l'apprécie, quoi. Voilà, c'est ça. Il l'apprécie. Donc il dit pas que c'est une info pour le prochain mercato. Il dit que il l'apprécie. Après, on en déduit ce qu'on veut. Mais bon, si Jean-Lucas est parti à Brest, c'est également parce que Juninho aime le football que pratique Brest. Il a poussé Jean-Lucas à aller à Brest plutôt qu'à Nantes. C'est ça. Donc, ça se comprend. Donc effectivement, pourquoi. Je pense que l'entraîneur lui plaît, le football qu'il pratique lui plaît. Après, moi, on en a parlé en off. J'aime beaucoup le football pratiqué par Brest, mais est-ce qu'il ne nous faut pas un entraîneur qui soit d'un autre calibre, en tout cas si on garde pas Rudi Garcia, mais qui soit un entraîneur plus confirmé, qui nous ferait vraiment franchir un cap, ce qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'OL. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, il y a la jurisprudence Hubert Fournier, on va dire. C'est comme ça que je l'appellerais, parce que la première saison avec Hubert Fournier, où il lance tous les jeunes, magnifique, hein. où on se bat pour le titre, est magnifique, mais la deuxième saison est beaucoup plus compliquée. C'est que tous les jeunes qu'il avait pris, qu'il les a poussés, ils les ont pris une autre dimension qui est peut-être du mal à gérer. Est-ce que nous, en tant que supporters lyonnais, je pense que je ne serais pas déçu que Dalloglio vienne, mais est-ce que en tant que supporter lyonnais, j'ai pas envie d'avoir quelque chose en plus. On a reproché à Genesio d'être un débutant, de ne pas nous faire passer un cap. C'est pas pour retenter un pari. Silvinho, ça a été raté. Ben oui. Silvinho raté, ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on aurait besoin de quelqu'un qui sait gérer les égos, qui sait gérer les stars, entre guillemets. Alors, en plus, dans l'émission Comme Jamais, qui a été diffusée sur RMC, on apprend que Jean-Michel Aulas a eu des contacts avec Mourinho. Alors, c'est vrai que passer d'Olivier Dalloglio à Mourinho, ça fait comme une marche. Mourinho, il aurait pu nous faire passer un vrai cap. C'est ce qu'on demande à un entraîneur de renom à l'Olympique Lyonnais, c'est du jamais vu, j'ai envie de dire. Ce qu'on dit à Lyon souvent, c'est que les joueurs choisissent leur match. Et je pense qu'avec un grand coach, ça serait différent. Et je mettrais pas Favre dedans parce que Favre a eu vraiment des soucis avec ça, et à Dortmund, même si j'aime beaucoup le jeu que propose Favre, hein, mais et à Dortmund et à Nice, les joueurs choisissaient leur match. Je pense que avec Mourinho, tu choisis pas tes matchs. Si tu t'es pas donné à fond. Comme on l'a vu avec Pogba ou Ndombele. Ndombele, si tu te donnes pas à fond, si à la fin tu vomis pas tes tripes, tu joues pas. Et je pense que c'est ce dont à Lyon on a besoin. Pour continuer sur si Rudi Garcia ne prolonge pas l'année prochaine, pour continuer sur cette belle saison et avoir des joueurs qui soient encore meilleurs l'année prochaine. Mais après, faut aussi prendre en compte qu'on est en pleine crise sanitaire et financière du coup, donc prendre un entraîneur comme Olivier Dalloglio, c'est beaucoup moins cher qu'à Mourinho, par exemple. Oui. Ou même qu'un autre entraîneur. Hein. Après, moi, je suis un doux rêveur, mais l'entraîneur de River Plate me fait de l'œil depuis plusieurs années. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire qu'il va venir un jour. Moi, c'est celui de Sassuolo que j'aime beaucoup. Oui, aussi très bon. Et Gasparini de l'Atalanta aussi, évidemment. Vous êtes beaucoup branché sur l'Amérique du Sud. Sassuolo et l'Atalanta, c'est en Italie. Oui, Sassuolo et l'Atalanta, mais je veux dire River Plate. Moi, j'ai pas trop regardé ce que faisait Gallardo. Je regarde pas du tout l'Amérique du Sud. Gallardo, ça a envie de jouer. On en parlait quand on parlait de Montiel. Gallardo, ça joue au foot. Pourquoi Montiel est encore d'ailleurs en Argentine? C'est ce qu'on disait, parce qu'il a envie de rester avec Gallardo, où il insuffle un truc à son équipe. Avec Gallardo, t'as envie d'aller c'est bête, hein, mais t'as envie de partir à la guerre avec ce genre de personnes. Mais tu vois, Gallardo, c'est beaucoup de titres en Amérique du Sud. Mais en Amérique du Sud. Voilà, ça n'a encore jamais joué en Europe. Est-ce que tactiquement, ça arriverait à se mettre au niveau de la Ligue 1, qui est très défensive, ou en tout cas sur certains points? J'ai un doute. Et là, on parlait de Mourinho. Gallardo, pour moi, c'est encore
en dessous. C'est Ah un oui, test. non, mais Mourinho, c'est dans le top Non, mais évidemment. 5 ou 10 des meilleurs entraîneurs. Ça aurait été surprenant de le voir à l'OL. D'ailleurs, même lui le dit à Jean-Michel Aulas, c'était pas Juninho qui gérait le sportif à l'époque, qui prend un peu Lyon pour un club qui n'a pas les moyens financiers. de le Et Aulas prendre, lui aurait envoyé un message en lui voilà. disant on a les moyens, vous inquiétez pas. Et Mourinho a appelé après ce message-là quand même, ça c'est incroyable. Ah bah l'appel de l'argent. Hein. Mais Bah Mourinho, oui. c'est pas la première fois qu'on en entend parler à l'OL. 2009 il me semble, c'est 2009, ouais. Ouais. Ou, Et juste, on prend Puel à la place. je rebondis à la place de Deschamps aussi qui pouvait être. Ouais, il est parti à l'OM à la place c'est des ça. Champs. Et il a gagné le titre. Et je pense à ce que tu disais, Bielsa quand il est arrivé d'Argentine en Europe, à l'Athletic Bilbao, il a réussi une adaptation parfaite, on va dire, il a gagné l'Europa League avec Bilbao. Donc pourquoi il pourrait pas faire la même chose, Gallardo, avec la réputation qu'il a en tout cas. Et lui, ce serait un vrai step-up pour Lyon en tout cas, dans les entraîneurs, parce que je pense que c'est mieux que Rudy Garcia, Bruno Genesio. Je pense que c'est mieux. On a oublié de le dire, Bruno Genesio qui est de retour en France, qui a cassé son contrat, attention qu'il ne revienne pas. Hein. Je crois qu'à l'OM, il cherche un entraîneur. Montpellier sont aussi sur la voie, pourquoi pas. Non. Pourquoi pas. Mais, Ce serait intéressant de voir Bruno Genesio ailleurs qu'à l'Olympique Lyonnais. Après, juste pour revenir sur Olivier Dalloglio, c'est qu'il y a très peu d'entraîneurs qui commencent tout en haut, à part Zidane et Guardiola. Il n'y en a pas des masses. Donc, par exemple, Jürgen Klopp, il a commencé à Mayence avant d'aller à Dortmund. Alors, moi, il y a un coach qui est en Ligue 1 que j'apprécie beaucoup et qui s'est pas mal fait décrire à cause de sa saison au Bayern, c'est Niko Kovac, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Kovac. Ouais. Kovac, ouais. Qui a la mentalité, Ferguson. On marquera un but de plus que l'adversaire. Il s'en fout de prendre 10 buts si lui il en met 11. Et j'aimerais bien voir ce que ça pourrait faire à Lyon aussi. Ouais, on a quand même eu pas mal de soucis défensifs. Je suis pas sûr qu'un entraîneur qui accepte de se prendre des buts. On a commencé à être un peu souverain en défense. Oui, donc, je suis pas sûr qu'un entraîneur qui néglige la défense soit. Je serais pas contre bon. pour le spectacle personnellement. Peut-être Oui, pour mais le spectacle, au bout d'un moment. on peut s'en passer des buts des adversaires. Et je après, pense. ce que dit Arthur sur le fait d'avoir un entraîneur qui ne débute pas tout en haut, t'as raison. Mais nous, ça veut dire qu'il faudrait qu'on laisse du temps à Olivier Dalloglio. Et est-ce que l'OL peut se permettre de laisser du temps alors que ça fait 5 ans qu'on stagne et que maintenant on a les moyens financiers, on a les joueurs pour. Est-ce que c'est pas le moment d'avoir un entraîneur confirmé? Ça me fait un peu de la peine parce que c'est un entraîneur qui fait très bien jouer son équipe, mais ce serait refaire, à mon avis, un pari. Mais qu'est-ce que tu appelles stagner? Parce que habituellement, on fait 2e, 3e, voire 4e. Stagner, c'est finir 7ème et pas aller en Coupe d'Europe. Oui, c'est ce qu'on a fait On a l'année même dernière. régressé. Ça, c'est régressé. Ça, c'est de On la a même régression. régressé, on a régressé. On n'a Oui, pas non, mais gagné au-delà de Non, mais ce stagner, que on je a veux dire, régressé. c'est, par rapport, il dit depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, on fait pas ce qu'on peut attendre de l'Olympique Lyonnais, mais on finit 2e, 3e, 4e. À l'arrache. Oui, À l'arrache. mais c'est pas non plus. On n'a pas gagné de trophée depuis 2012. Pour un club comme l'Olympique Lyonnais, Non. c'est limite. En fait, voilà, ce serait vraiment passer un cap. On n'a jamais eu d'entraîneur d'une grande stature. On a eu Gérard Rouillet, Gérard Rouillet, le dernier. Ouais, je pense, hein. c'est ce que tu nous en parlais en off. voilà, qui a eu deux ans. Et il avait la meilleure équipe que l'OL, je pense, a pu Et il a avoir. planté le dans son 3-0 histoire. contre le Le Real. Ah c'est oui, lui. oui, C'est lui pardon. qui a planté le 3-0 contre le Real. Exact. Mais après, le Real, chaque année, on les prenait en poule et on. Et par contre, Mourinho a enlevé la peur du Real à Lyon. Quand il est arrivé au Real, il a dit le Real avait peur de Lyon et il a enlevé cette peur et après on a gagné plus difficilement quand Mais même. tout le monde avait peur de Lyon dans les années 2000. Et bah faudrait que ça recommence avec un entraîneur de Et nous, on grande avait ampleur. peur des arbitres. Ça, c'est encore c'est un débat parallèle. Mais T'as voilà. pas le jingle aujourd'hui? Non, je n'ai pas le On n'a jingle. pas le temps de parler de l'arbitrage. Justement, on va encore parler de Rudy Garcia. Quel avenir pour lui, sachant que là, sera encore dans l'émission comme jamais. Jean-Michel Aulas lui ouvre une petite porte avec une réunion en fin de saison pour discuter de son avenir. Est-ce que Rudy Garcia lui-même a envie de continuer alors qu'il venait plus pour redorer son blason et partir dans un autre club? Comment vous voyez l'avenir? Alors je pense que Rudy Garcia n'est pas masochiste non plus et que se faire taper sans arrêt par les... Je vais prendre sa défense et je le fais très rarement, mais se faire taper dessus sans arrêt par les supporters, je pense que ça lui donne pas spécialement envie de rester. On est les premiers à lui taper dessus. Oui, non, mais oui, c'est ce que je dis. Je suis complètement d'accord. Et pour une fois, je pense à la défense dans ce sens-là, où normalement, si t'es pas masochiste, tu pars. C'est ce qu'a fait Genesio, c'est ce qu'a fait ce que Il avait j'ai. du temps à partir Genesio, il trouvait plus les clés. Non, mais après, Genesio, c'est différent. Il a grandi dans le Et club. c'est un enfant du club, Oui, Genesio. c'est un enfant du club. Donc ça se comprend qu'il ait mis plus de temps. Il était attaché au club. Il a Alors sa que famille à Lyon. Rudy Garcia, même encore aujourd'hui, quand on a plus dans le stade, ça parle toujours mal de lui. Il se fait siffler quand tu parles de lui au rassemblement de supporters. Je pense qu'au bout d'un moment. Enfin, vous parlez de crise économique.
Lui, s'il peut avoir un an de contrat en plus, il prend. Hein. Mais Mais qu'il soit masochiste ou pas. Je pense que justement, c'est un homme qui est très fermé sur les critiques, qui les regarde même pas. Exact. Et qu'il est dans sa bulle C'est vraiment. ce qu'il dit dans l'émission avec leur boulot. leur boulot, Ouais, Où il dit 24 heures. c'est les résultats qui comptent, c'est pas ce que les gens dans disent. sa bulle. Il aime le football, il est dans sa bulle, il fait ce qu'il a à faire en tant qu'entraîneur. Si on lui propose un contrat, je pense que s'il aime bien le groupe et que le groupe l'apprécie, il continuera. Marseille cherche pas un entraîneur. Je suis pas sûr Mais, que la relation soit au top. Par avec rapport Marseille. à Rudy Garcia, c'est même pas contre lui, mais je pense que si l'Olympique Lyonnais veut vraiment prendre, comme disait Quentin, un step-up, c'est que faut, l'année prochaine, tout le staff est en fin de contrat. C'est-à-dire que tu peux donner les clés de ton club à un entraîneur qui vient avec tout son staff. Laurent Blanc, il a pas que 6 mois de contrat en Arabie Saoudite. Ouais. Je pense pas que Laurent Blanc Et puis, viendra. Laurent Blanc viendra pas. Si Laurent Blanc il vient, moi je veux Gasset, je veux pas Laurent Blanc. Non, je veux Laurent Blanc et Gasset. Ouais. Exactement, parce que c'est le pari de Gasset plus que le pari de Blanc. Ça. Mais voilà. Gasset, je pense qu'il va prendre sa retraite Oui. incessamment sous peu. Et ça m'étonnerait qu'il se relance dans un projet Eh ben, aussi lourd que l'Olympique l'année dernière, Il était d'accord. Il pour était signer d'accord, en- hein. Il en était adjoint. d'accord, mais ça avait été très long en tu négociation. sais, et au final, il voulait venir avec Passy. Non, Ouais. mais après, il a raison, Arthur, c'est que ça nous a bloqué pendant des années. À vouloir garder Comme avec Silvino. hein. les Lyonnais dans le staff. Bah ouais, mais aucun grand entraîneur vient en disant oh bon, bah j'amène juste mon adjoint. Et puis tous ceux qui sont là, qui n'ont rien gagné depuis Qui 10 parle ans. pas la même langue que moi. Voilà, exactement, bah je vais les garder avec moi. Bah non, ça marche pas. C'est un peu l'échec de Silvino aussi, qui n'a pas réussi à se faire intégrer, pas par les joueurs, mais par les autres coachs. Il est présents au venu club. avec un analyste vidéo, Oui, Ouais. c'est tout. le monsieur drone et un adjoint, c'est C'est tout. Monsieur c'est Drone. Mais, Non, mais voilà, et ça explique aussi son échec. Je pense qu'en n'ayant pas les clés de la maison, il n'a pas pu faire grand-chose. Au-delà de parler, si on parle de Silvino 5 minutes, au-delà de parler de son échec à cause du staff, c'est aussi de son plan de jeu, tout simplement. Oui, il faut pas Ouais. tout. C'est un Il n'y a tout. pas que le staff, c'est le C'est plan un de jeu de tout. Silvino. C'est juste qu'après, là, on est dans Vous avez- qu'est-ce qui serait passé sinon, parce que Je suppose Si. que si tu lui donnes un staff Ça aurait- le sien, il y aurait une meilleure entente et il y aurait peut-être des progressions Ouais, mais différentes. ça aurait revient- peut-être été pire. On ne Ça sait pas. revient ça en aurait fait de peut-être parler été pire aussi. de Paris, que quand on disait où tu arrives avec un joueur, un mec, il a jamais entraîné. Du coup, il a pas de staff, il a rien. je vais revenir sur Mourinho. Mais vous avez vu le documentaire sur Amazon où il arrive à Tottenham? Incroyable. Ce documentaire est Non, incroyable. J'ai pas eu la chance de le Moi, regarder. j'ai vu des extraits. Bah, c'est tout. en fait, quand il arrive, Pochettino s'en va, et là il présente son staff. Donc il arrive avec tout le monde. Il fait lui, c'est Joao, il me suit depuis 10 ans, Il machin. vient avec une équipe de Voilà, 30. c'est ça. C'est pas bon bah je vous présente ah bah non Grégory Coupé, vous le connaissez déjà. Gérard Batic, là bah ça fait 15 ans qu'il est là. Il Ouais, est arrivé, il avait des C'est peut-être cheveux. pour ça aussi que les entraîneurs coûtent cher. Merci pour la blague. C'est peut-être pour ça que les entraîneurs coûtent cher aussi. Ah bah évidemment. Les, ouais. les grands coachs, ils coûtent ultra cher parce qu'il y a peut-être 30 personnes qui suivent derrière. Ah oui. Et il faut leur donner à manger aussi, il faut leur donner un salaire. Et c'est vraiment pas évident pour un club comme l'Olympique Lyonnais, je pense, d'accueillir autant de monde. En tout cas chez les coachs masculins. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Si. Clairement. Alors, on revient dans un deuxième petit point. On en parlait tout à l'heure en cours d'émission. Pouvons-nous parler de titres? On peut en parler vite fait. Je sens que c'est un sujet tabou pour beaucoup de joueurs et de coachs, notamment Galtier, je pense à Lille, où il se refuse de dire qu'il joue le titre. Est-ce que vous connaissez le jeu de la patate chaude? Un petit peu. Eh ben, c'est clairement ce qui se passe entre Lille, Lyon et Paris. Aucun ne joue le titre. Paris joue le Paris titre. le joue, mais Paris ne le dit pas parce que le mauvais début de saison, Paris se cache un petit peu. C'est la première année où il se cache vraiment, où il se refile le bébé. Quand il y en a un qui est en tête, oh bah c'est le favori. C'est lui le favori, bah c'est lui. Et c'est clairement le jeu de la patate chaude entre les trois premiers. Pour enlever la pression. Et je pense que les trois savent très bien que c'est l'enjeu de la saison, que si t'es pas champion cette année, tu le seras jamais avec les supporters, avec ce qui se passe. Et comme je disais à la trêve, à la première émission, si tu crois pas que tu peux être champion de France après être champion d'automne et être à 2 points de Lille, qui va forcément faire un faux pas, sinon on n'en fait pas évidemment. Parce que t'as joué, aucun ne sait encore jouer. C'est ça. Et t'as Monaco qui revient comme. C'est déprimant pour Monaco qui reviennent comme des balles et ils ont repris 3 points. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais non, mais je veux dire, ces 4 là, si t'en parles pas maintenant, t'en parles jamais de ta vie. Mais En c'est fait. surtout, je pense que en interne, tout le monde sait que je pense que les joueurs savent qu'ils jouent le titre, mais ça entraîne une pression médiatique que les entraîneurs veulent peut-être s'éviter. Rudy Garcia qui dit ah non, mais c'est Lille le favori, ils sont en tête. Enfin, Guimarães, il me semble qu'il a dit qu'il jouait le titre, lui. oui, Mais c'est personnel. Mais Personnel. Memphis aussi l'a dit. Oui, mais et Memphis, Dubois, c'est pas il le étonnant. dit. Memphis, il Dubois joue a pour dit- les trophées, de toute façon. Dubois a dit qu'on jouait le podium. Tu vois, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est c'est de la ce manque politique. d'ambition en fait. C'est pour éviter la pression C'est ça, médiatique que ça peut exactement. entraîner. Parce Et que comme ça, après, on va dire bah il joue pas le titre. Et si à la fin de saison on est champion, cette équipe complètement outsider, et on va parler d'eux dans le bon sens. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Oui, je vois. Ouais, c'est toute la politique. Je pense qu'on est d'accord sur ce sujet. Ah oui.